Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Onna Sentoin Monogatari Bandobure. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Nous avons déjà vu les 3 premiers volets de la collection Onna Sentoin Monogatari de Zen Pictures. Nous n'allons cependant pas pouvoir voir les quelques autres qu'il y a eu ensuite, étant donné que je ne les possède pas encore. Envoyez des sous sur mon compte Tipeee pour que je puisse les acheter si vous voulez que je les critique. C'est pourquoi nous allons directement passer au dernier volet de la collection, Onna Sentoin Monogatari Bandobure, une trilogie de films dont chacun a été confié à un réalisateur différent, et nous allons commencer par le premier. Ikuzo! On commence donc par le générique, et déjà, premier constat, les personnages du film n'ont pas de nom. Elles sont toutes simplement créditées en tant que soldates. Et un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu profiter du passage du générique où on les voit partir face caméra les unes après les autres pour afficher les noms des actrices correspondantes. Le film commence donc réellement quand la cheftaine des sbires de l'organisation MAD... Ah bon, c'est un crossover avec l'inspecteur Gadget? Quand la cheftaine de l'organisation MAD, donc, fait un discours devant une armée de sbirettes clonés par ordinateur, quand elle est soudain interrompue par l'arrivée de Sungunver. Ouais, non, ils ont vraiment pas trouvé un nom facile à retenir pour leurs adversaires. On a donc droit à une scène de bagarre où les sbirettes se font massacrer les unes après les autres, et on a droit à de grands moments de comique involontaires, que ce soit quand elles tombent les unes sur les autres, ou quand elles se livrent à un concert de râle, qu'on croirait sorti d'une scène du Magnifique. Il est vraiment lourd, ce mec. Ouais, bah ta blague aussi, hein. Ta gueule. Et la preuve qu'il est lourd, quand il saute, ça fait des tremblements de terre. Vous croyez qu'il faisait du saut à la corde le 11 mars 2011 ? Dans le même genre, j'adore cette actrice qui semble vraiment peiner à garder la pose. J'en peux plus. Et non, je n'ai pas fait exprès de prendre 2 fois de suite un film où on a un plan sur le cul d'Ayakatsuji. Ah, joli le trucage. Dommage qu'il y en ait 2 ou 3 dans le fond qui peuvent pas s'empêcher de continuer à bouger. Nous faisons ensuite connaissance avec le leader de l'organisation, Matt King, qui a un chouette design, même si le costume est un peu cheap. Matt King qui exprime son mécontentement envers la cheftaine pour son échec. Non mais c'est quoi cette manie qu'ils ont en ce moment de balancer des éclairs sur les vagins de leurs actrices? Une fois qu'il est calmé, il lui demande de recruter de nouveaux membres. Mad enlève donc diverses civils en cosplay de secrétaires, d'écolières ou d'infirmières, et les emmène à leur QG. Attendez une seconde, leur QG, c'est une tour immense en race campagne, et les héros n'ont toujours pas réussi à la localiser, mais qu'est-ce qu'ils glandent, bon sang? Sérieux, y a même pas besoin de passer par Google Maps pour la repérer, leur tour. Enfin donc, bref, les prisonnières sont donc emmenées dans leur QG. Que de conviction dans cette réplique. Et pour avoir voulu se barrer, cette prisonnière se trouve promue au rang d'exemple. Les prisonnières reçoivent leurs uniformes, et là, je ne plaisante pas, les 16 minutes qui suivent nous les montrent en train de s'habiller une par une. C'est déjà un peu chiant la première fois, mais alors plusieurs d'affilée. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. On les voit ensuite danser la farandole pendant qu'on leur lave le cerveau. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Et si vous trouviez que la scène d'habillage de plus d'un quart d'heure était déjà chiante, attendez de voir la scène où elles se maquillent pendant 3 minutes. Ok, c'est quoi la prochaine scène de remplissage? Elles se brossent les dents pendant un quart d'heure, elles forgent leurs épées en temps réel. Les sbirettes partent ensuite affronter Sun Machin, en compagnie du nouveau monstre de la semaine, Mad Kong. Les Sun Truc Muche en profitent pour utiliser leurs armes,
qui ont des chouettes designs d'ailleurs. C'est même à se demander pourquoi Zen Pictures a accordé autant de soins aux costumes et aux armes de personnages sur lesquels le film n'est même pas centré. Alors peut-être qu'ils ont recyclé des trucs d'autres de leur production ou de leur maison mère, mais j'ai pas l'impression. Attendez, qu'est-ce qu'ils font là? Des chatouilles? Sérieux, même le personnage a l'air de se demander « c'est quoi ce bordel ?» oui, super classe hein, d'achever ses adversaires à coups de bâton dans les fesses. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah oui, apparemment, le contrat d'Ayaka ne mentionnait qu'un seul plan sur ses fesses par film, donc ils ont été obligés de les recouvrir pour celui-là. C'est qu'il récidive en plus. Eh oh, c'est là que tu dois tomber. Oh, pardon. Et quand les Sun Bidule affrontent enfin Mad Kong, le combat consiste surtout à utiliser les sbires comme bouclier humain d'un côté comme de l'autre, y compris la chef Ten qui trépasse. Et quand ils sont à court de chair à canon et qu'ils doivent enfin s'affronter, le combat contre Mad Kong a lieu hors champ. Remboursez nos invitations. À se demander pourquoi ils ont inclus ce personnage. Chaud! Don't tell! Mad King fait ensuite appel à sa section scientifique pour fabriquer des nouveaux monstres encore plus puissants, ce qui signifie donner leurs sbires à manger au serpent de Sakuragumi que j'espérais pourtant ne plus jamais revoir. Et ça c'est pas arrangé, on voit les bras du mec qui le manipule à l'intérieur. Enfin, au moins cette fois y a pas d'épée en caoutchouc. C'est alors que débarquent les Sun... Les Sun, je sais plus quoi, ils pouvaient pas s'appeler Perfetti comme tout le monde, ceux-là. C'est incompréhensible, notre QG était pourtant si parfaitement camouflé. Qui doivent affronter des sbirettes maquillées et armées de fleurets. D'ailleurs, ce serait peut-être plus efficace si elles enlevaient les protections au bout, non? Je dis ça et je dis rien, hein. Et au passage, je peux pas m'empêcher de trouver que le maquillage d'Ayaka ressemble beaucoup au drapeau anglais, comme si elle avait essayé de se faire un maquillage de Captain Brighton pour Halloween. Ah bah ouais, hein, chacun son tour de se prendre des coups dans les fesses, mec. Et il fait quoi là, la manœuvre d'Emlich? Cette fois, les héros en profitent pour utiliser leurs attaques spéciales. Et encore une fois, c'est quand même incroyable que Zen Pictures ait autant travaillé les armes et les attaques d'une équipe de Sentai sur laquelle le film n'est même pas centré. Et le tout se termine par une vue de sbirette massacrée, tandis que Mad King promet de poursuivre ses projets de conquête du monde. Et on termine par un générique de fin où cette fois, les noms des actrices apparaissent en même temps que leurs personnages. Comme quoi ils en sont capables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scénario, et il n'y a même pas de résolution à la fin puisque Mad King est toujours en activité. On a un début d'espoir quand il commence à recruter des nouveaux membres, nous donnant à penser qu'on va avoir droit à un remake du premier Onasentoi Monogatari. Mais non, ces nouveaux personnages sont aussi creux et vides que les autres. Je suis même pas sûr qu'on puisse parler de film à ce niveau-là. Ouais, ça promet. Bon, on va essayer le deuxième. Hein. Ikuzo. Le deuxième, Onasentoi Monogatari Bande de Bourrés, débute par un générique où les noms des comédiennes apparaissent à mesure que leurs personnages arrivent en titubant. Soit parce qu'elles ont été mortellement blessées dans un combat, soit parce qu'elles ont un peu trop arrosé l'anniversaire d'une de leurs copines. Et étant donné que même une fois à terre, elles continuent de trop bouger pour être mortes, j'opte pour la deuxième explication. Pas trop! La petite sœur! Ouais! Et la petite cousine aussi! Depuis le temps que je veux me la faire, cette salope! Ah mais ça y est, j'ai compris le titre! C'est pas Bande de Bourrés, c'est Bande de Bourrés! On enchaîne sur des sbirettes marchant ou pas pour se rassembler, et le trucage serait presque bon... Si les ombres au sol ne partaient pas dans des directions différentes. Vous ne me ferez quand même pas croire que vous pouviez pas éviter ça, merde. Ces nouvelles sbirettes, dirigées par une femme insecte, entament donc leur nouveau plan de conquête du monde qui consiste à massacrer des civils innocents.
comme d'hab. Quand elles sont interrompues par l'arrivée d'un autre Sentai, les Sung... oui, c'est une autre équipe avec un nom un peu différent, mais qui est toujours du style Sun quelque chose, et qui est toujours impossible à retenir. Donc, laissons tomber. Ah, et vous noterez que ce sont des sbirettes très polies, elles attaquent une par une. Suivante. Suivante. Ah bah disons que j'avais déjà fait une blague dans le précédent, comme quoi c'était un crossover avec l'inspecteur Gadget. Mais je pourrais aussi la faire ici, parce que même si cette fois l'équipe s'appelle Dark Knight, ils ont le même emblème que Mad. Ah, elle se décide enfin à attaquer en groupe. Ouais, par contre, le monteur aurait peut-être dû couper avant le moment où elle se sépare pour éviter de percuter le caméraman. Enfin, c'est juste une petite suggestion comme ça en passant, hein, je suis pas monteur. Et j'ai l'impression que le mec qui a bossé sur ce film non plus, d'ailleurs. Vous êtes sûr que c'est pas Zack Snyder qui a réalisé avec tous ces ralentis? Ah ouais, hein, faut jamais toucher quelqu'un qui s'électrocute, t'étais pas au courant? J'ai honte. Voyons! Ah, ces flammes factices seraient presque crédibles s'ils n'avaient pas trouvé le moyen de faire passer les sbirettes en dessous. Après cette cuisante Ta gueule! Après cette cuisante défaite, disais-je, le leader de Dark Knight exprime son mécontentement envers la cheftaine, qui arrive cependant à le convaincre de lui laisser une dernière chance de vaincre le Sentai au nom imprononçable, là. Elle retrouve ensuite ses sbirettes pour... Attendez, ça fait partie de son plan, ça? Elle pense que si elle les tue à la place des héros, ils vont être vexés et se mettre en grève, c'est ça? En tout cas, ça arrange pas leur problème d'effectif. Du coup, bah, les quelques sbirettes qu'il leur reste partent enlever une civile, à qui elle lave le cerveau en lui faisant respirer les fumées d'une bougie, tout en répétant en boucle... Tu es un sanglier, m'entends-tu? Puis elle recommence avec une deuxième civile, puis une troisième... On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Ces nouvelles recrues partent en mission consistant à poser des bombes un peu partout en ville. Ah mon Dieu, mais c'est terrifiant. C'est pour cette raison qu'on appelle ces gens des terroristes. À se transformer à l'aide de bombinettes à fumer pour trucider des civils innocents, ou à se déguiser en infirmière pour tuer des patients. En suivant pas du tout discrètement un groupe de sbirettes, nos héros parviennent à localiser leur QG, et c'est parti pour un nouveau massacre. Ah, il y en a une qui est un petit peu en retard, là. À mon avis, elle était passée l'heure d'hiver parce qu'elle avait oublié qu'il n'y avait pas d'heure d'hiver au Japon. Ah ouais, balèze la boule du Ranger jaune, hein. Elle arrive à mettre KO les sbirettes sans même les toucher. Ciel, je suis baffé. Ils font donc sauter le QG, et tombent ensuite sur la cheftaine, accompagnée d'un dernier groupe de sbirettes, et bien décidés à se venger. Putain, mais même quand elle le fait pas exprès, elle arrive à descendre ses propres soldats. Je vais finir par croire que c'est un agent double, moi. Bref, il massacre tout le monde, et le deuxième volet se termine comme le premier, avec une pièce remplie de sbirettes décédées. Avant d'enchaîner sur un générique... une musique moyenne-orientale. Enfin bon, passons. Bon ben... il n'y a pas vraiment grand-chose de mieux que le précédent film. C'est-à-dire, il n'y a toujours pas d'histoire ni de personnage. Mais j'ai quand même trouvé celui-là meilleur grâce au Sentai qu'il y a dedans. Ils ont des costumes cool, ils ont des armes et des attaques super classe, et les acteurs ont même des gestuels qui arrivent à leur donner un minimum de personnalité. Je veux dire, regardez le Ranger jaune, il a tout le temps l'air en train de faire « alors, c'est qui le plaise, hein, c'est qui ?» Donc, il y a malgré tout une légère amélioration par rapport au premier volet. Du coup, ça me donnerait presque de l'espoir pour le troisième.
Allez, Yakta Est, Ikuzo. Oula, vraiment moche les costumes du reboot de Gatchaman. Donc je suppose que ça va être les gentils du film, qui utilisent un détecteur de sbirette apparemment, et... Ah bon, on enchaîne sur le générique, ok. Avec la même musique moyenne-orientale que pour le générique de fin du précédent d'ailleurs. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis un filtre vieux film. Ah oui, apparemment cette fois c'est le caméraman qui est bourré. Super classe, le mec, super classe. Zen Pictures, nous filmons des culs, mais avec style. Le film débute donc réellement par un mois quand j'étais prof. Sérieux, cette prof a tellement peu d'autorité que ses élèves se barrent toutes avant même la fin du cours. Enfin, sauf une certaine Mai Tachibana, qui est la seule à avoir un semblant de compassion pour sa pauvre prof. On voit ensuite la prof prier devant un temple. Je suis pas certain que c'était ça qu'elle avait demandé, mais bon. Ah, c'est un masque taser en plus. Apparaît alors devant elle une méchante, et d'un seul coup, la prof est devenue méchante elle aussi, et veut conquérir le monde. Ok, pourquoi pas. Il en faut pas beaucoup quand même. Et la prof qui est devenue méchante, le lendemain, elle essaye même plus de faire cours, elle passe sa journée à étudier le parchemin que lui a confié la méchante. Du coup, évidemment, Mai s'inquiète un peu pour elle. C'est à cause de mon masque que tu dis ça? D'ailleurs, c'est bien simple, le lendemain, elle oublie carrément d'enlever son masque pour aller faire cours. Du coup, hilarité générale chez ses élèves, et aussi chez la prof. Ah oui, par contre, quand elle menace de les tuer si elle continue à la faire chier, là, d'un seul coup, ça rigole plus. Il y en a bien une qui essaye de s'enfuir pour aller chercher de l'aide, mais la prof se téléporte devant elle et la ramène de force dans la classe. Il y en a une autre qui essaye d'appeler les flics, mais... comment dire... Avez-vous déjà vu un portable tué à coups d'insecticide? Maintenant, oui. C'est quand je vois des scènes comme ça que je suis convaincu qu'aucune personne n'était sobre au moment de la tournée. La prof sort ensuite un pistolet qui... transforme 3 de ses élèves en sbirette au cerveau lavé. Ta gueule, c'est magique. On enchaîne sur un type qui se sert de son portable, puis un documentaire sur la sidérurgie, puis sur les Gatchamen du tiers-monde qui font je sais pas trop quoi. C'est quand vous voulez pour revenir au film, les gars, hein? Ah, donc voilà enfin en classe. Et apparemment, le pistolet qu'elle a utilisé n'avait qu'une seule charge, puisque pour les autres, elle les oblige à lire leur serment de sbirette. Avant de leur refiler leurs uniformes. Mais au moins, cette fois, on ne nous les montre pas s'habiller en temps réel. Et rien que pour ça, ce film est déjà plus regardable que le premier. Évidemment, comme Mai était la seule à être gentille avec elle, la prof a presque envie de lui réserver un traitement de faveur. Mais celle-ci refuse et rejoint donc ses petites camarades comme sbirette. Nous en sommes donc au tiers du film, et si vous êtes comme moi au moment où je l'ai vu pour la première fois, vous êtes en train de vous dire « Ah bah voilà, on a enfin un scénario, on a enfin de l'exposition, on a enfin des personnages, on va enfin avoir un vrai film !» Poisson d'avril! Bah ouais, pendant les 2 autres tiers du film, ça va être exactement comme les 2 premiers. Il y aura plus de personnages, plus de scénario, plus rien. La prof et ses élèves reconvertis en sbirette s'apprêtent donc à passer à l'action et... Oh, putain... non mais c'est ça, allez-y, allez, foutez des planchattes, maintenant on n'est plus à ça près. Elles partent donc... on est repassé au filtre vieux film, là, d'un seul coup. Je disais donc, elles partent massacrer des civils. Pourquoi on passe un filtre violet quand le civil meurt? Non mais qu'est-ce qui se passe, juste c'est le monteur qui a découvert les fonctions filtres de son logiciel de montage et qui a décidé de toutes les utiliser, ou quoi?
Elle se retrouve face au Gatchaman du pauvre, et c'est l'occasion de constater que ces sbirettes-là sont nettement plus coriaces que celles des 2 précédents films. Bah oui, autant dans les 2 précédents, on savait que même si c'était les mêmes actrices, c'était pas forcément les mêmes personnages, mais là par contre, on est sûr que c'est les mêmes actrices qui se font électrocuter ou tirer dessus au laser, et qui se relèvent quand même pour poursuivre le combat. Par contre, leur prof pourrait quand même faire un effort pour se sentir un peu concerné. Et puis sinon, c'est une figure imposée de la série, les roulades le long d'une pente ou quoi? Au bout d'un moment, comme elles en ont marre de se prendre des piles, elles décident de mettre un terme aux piles. Ça va, elle est bonne moi. Elles se téléportent donc à leur QG, et les Gatchamen de contrefaçon expriment leur frustration. On enchaîne alors sur un passage de près de 20 minutes durant lesquelles la prof passe ses nerfs sur ses élèves. 20 minutes. Mais bon, c'est toujours mieux que de les voir s'habiller, hein. Après quoi, une des spirettes commence à exprimer des doutes sur leur mission. Manque de bol, elle fait ça devant les 3 qui ont eu le cerveau lavé et qui s'empressent de lui expliquer gentiment qu'on n'est pas au bureau des réclamations ici. Et après une scène tout aussi chiante, où c'est cette fois le monstre du début qui passe ses nerfs sur la prof, chacun son tour, les pseudo-Gatchamen débarquent, massacrent les sbirettes, et font tout péter, mettant ainsi enfin fin au calvaire du spectateur. Korede Owarida. Je vais vous dire un truc, je crois bien que ce 3e volet est le pire des 3, parce qu'il a le culot de nous donner des faux espoirs avec un premier tiers qui met en place une intrigue et des personnages, pour ensuite tout abandonner. Il y avait pourtant du potentiel. La prof, par exemple, aurait pu faire une excellente méchante malgré elle, le genre de personnage qui fonctionne souvent très bien. Exemple, Maria dans Mighty Ladies of Series. Mais non, ils font absolument rien avec. Quant aux autres sbirettes, qui auraient pu être de pauvres et innocentes écolières transformées malgré elles en méchantes, ben le seul truc qu'on sait d'elles, c'est que ce sont de sales pétasses, du coup, au lieu de compatir, on se dit plutôt « bien fait pour leur gueule !» Et enfin, Mag, la seule sympa du lot, ben pareil, elle est complètement inexploitée, car passé le premier tiers, elle rentre tellement dans le moule, que je vous jure que quand elle n'est pas appelée par son nom, je ne me rappelle même plus laquelle c'est. Et c'est d'autant plus impardonnable que la série des Onasentoin Monogatari avait pourtant débuté avec 3 très bonnes sagas, qui mettaient en scène des personnages avec de vraies personnalités et de vrais arcs narratifs, et qui racontaient de vraies histoires avec un début, un milieu et une fin, et arrivaient même à se renouveler à chaque fois, alors que le thème de base de la série, à savoir raconter des histoires mettant en scène des sbirettes, pouvait sembler assez limité, passant d'une origin story à un thriller d'infiltration, puis une comédie. Bref, cette série de 3 films est plus que dispensable. Je dirais même que c'est probablement ce que Zen Pictures aura fait de pire. J'ai souvent critiqué les premiers héroïnes Kiki Ipatsu et les gravures héroïnes, mais même eux font plus d'efforts que ça. Même eux, ils développent les personnages et leur univers. Même eux, ils prennent le temps de mettre en place un enjeu et un minimum de scénario. Et même eux ont une résolution à la fin, que ce soit la victoire de l'héroïne ou sa mort des mains de son adversaire. Même les films porno de leur maison mère ont plus de scénario et de caractérisation que ça. Enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein. Allez, Janet. C'est bien simple, même les scénarios de Rob Liefeld ont plus de lignes que ça. 5 pour être précis. Mais faut dire aussi qu'il écrit gros.